Encore cet après-midi à Albi, début du 11e tour cycliste de Midi-Pyrénées, c'est le nordiste Bruno Volchinek qui a remporté le traditionnel prologue d'Albi, Henri Veil, Selim Fares. Le vainqueur du 11e tour de Midi-Pyrénées sera-t-il aussi solide que le roc granitique du Cidobre? Le très robuste Midi-Pyrénéen Jean-Marc Monfrein a beaucoup d'ambition, mais il lui sera difficile de s'imposer dans cette course où la haute montagne désignera samedi le vainqueur de ce tour. Le Toulousain a bien digéré ce circuit de 1 km 800 dans le cœur d'Albi à parcourir 2 fois 5 minutes 47 centièmes, mais un temps insuffisant pour triompher aujourd'hui. Constatation valable également pour Pascal Simon, l'ancien vainqueur du Tour Midi-Pyrénées sur cet acrobatique parcours, ne réussissait que 4 minutes 59 secondes 50 centièmes. On espérait aussi beaucoup durant ce prologue du très véloce Thierry Marie. Le récent vainqueur du Tour d'Armorique ne décevait pas, il obtenait la 3e place du podium, 4,51. Devant lui au palmarès, la grande vedette de cette course, Francesco Moser, le triple vainqueur de Paris-Roubaix, parti en dernière position à 16h29, faisait figure de favori. Les pronostics lui étaient favorables. Pour 1 seconde 56 centièmes, il ratait le maillot de leader qui revenait à Bruno Wojcinek, le Zorro du peloton. Le nordiste partira demain avec le maillot orange de leader. Vainqueur potentiel du général, je pense pas, puisque on a une arrivée à l'Uzardiden et je pense pas que ça puisse m'avantager. Chacun a ses spécialités, moi c'est les arrivées au sprint et pourquoi pas une échappée. Mais je pense que la montagne, je la laisse aux autres. Il reste 716 km 400 à Bruno Wojcinek pour entrer dans le club très fermé de vainqueurs de grandes courses à étapes. Début en effet ce jeudi du grand débat pour les 75 coureurs avec la première étape Castres-Cahors. Après le prologue hier à Albi, aujourd'hui, les coureurs du 11e tour de Midi-Pyrénées étaient passés aux choses sérieuses avec la première étape Castres-Cahors. Mais au classement général, rien ne changeait. Un compte rendu très rapide d'Henri Veil et de Selim Fares. Vedette incontestée du peloton, Francesco Moser, l'un des palmarès les plus importants du cyclisme mondial. Le leader de la formation, Brianzoli, est là pour préparer le championnat d'Italie, mais reste néanmoins candidat à la victoire finale. Si Moser craint l'étape de samedi qui compte 3 cols de première catégorie, il n'est pas le seul. Morale de l'histoire, mieux vaut engranger des points. C'est ce qu'a su parfaitement réaliser le coureur transalpin aujourd'hui, âgé de 36 ans. Imité en cela par Wojcinek, l'actuel leader. Mais il est vrai aussi que sur les 162 km de cette première étape, il ne s'est pas passé grand-chose. Sur les routes ensoleillées et bucoliques du Tarn et du Tarn-et-Garonne, les coureurs étaient plus enclins à la rêverie. Ils ont pu ainsi contempler à loisir la superbe cité de Cordes. Tout allait finalement se jouer dans les 50 derniers kilomètres. On allait assister alors à un fantastique duel Moser-Wojcinek. L'Italien franchissait le premier les 2 derniers Grands Prix de la montagne. Avec les bonifications, il était alors virtuel leader. Ses coéquipiers contrôlaient facilement la course. Il avait 5 secondes d'avance sur Wojcinek. Malgré un intermède fourni à 10 km de l'arrivée par le marchand, Saroni, Manfrein et Vermotte, lequel devait crever, c'est un peloton fort d'une 50aine d'unités qui se présentait à Cahors et Wojcinek remportait son 2e succès en 2 jours, glanant 10 secondes de bonification. Il conserve ainsi sa tunique de leader. Deuxième étape du Tour Midi-Pyrénées, aujourd'hui au programme de demi-étape. Ce matin, Cahors-Castel-Sarrazin, cet après-midi, Castel-Sarrazin-Mirande. Au classement général, c'est désormais Jérôme Simon, le leader. Avant de retrouver en direct Henri Veil, je vous propose le résumé de cette journée. Tout de suite. Beaucoup de coureurs sont venus au Tour Midi-Pyrénées afin de gagner leur billet pour le Tour de France. Joël Pellier participera lui à la grande boucle, mais il tient à prouver que la forme est revenue après quelques ennuis de santé. Après seulement 20 km de course, il s'échappait pour 60 km. Sur les petites routes du Lot et du Tarn-et-Garonne menacées par les orages, il faisait figure d'éclair. 2 minutes 4 secondes d'avance à Villesec. Le coureur de la formation Système U semblait parti pour remporter la victoire d'étape à Castel-Sarrazin. Malheureusement pour lui, le travail effectué derrière par les équipiers des formations du leader Wojcinek et de l'outsider Moser permettait au peloton de croquer l'échappée à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Le sprint massif était remporté par un autre Français, Michel Vermotte, de chez RMO, devant l'infatigable Moser. Wojcinek conservait sa tunique orange de leader, Pellier, lui, terminé à la 51e place. Moi, c'est un petit peu rageant, j'étais surtout déçu pour la victoire d'étape.
Et à partir du moment où j'avais ma carte personnelle à jouer, aussi bien pour l'étape que le classement général, à partir de ce moment-là, j'ai joué ma carte à fond. Le visage du leader allait changer cet après-midi. Les 50 premiers kilomètres étaient soporifiques, mais tout allait évoluer durant les 50 derniers grâce à 6 coureurs. François Lemarchand de chez Fagor, Jérôme Simon de la formation Z, Dario Montani du groupe Briançoli, Bruno Huget de chez Remo, mais aussi grâce à 3 systèmes U, Gérard Rue, Jonas Tekström et Yvon Madio. Ces 6 gaillards allaient réussir là où Pellier avait échoué le matin. Leur avance se stabilisait autour des 2 minutes. Dans ces conditions, le mieux placé au classement général, à savoir Jérôme Simon, 8e à midi, était sûr de s'emparer du fauteuil de leader. À Mirande, il prenait lors du sprint la 3e place derrière Madio et surtout l'Italien Montani, équipier de Moser, qui remportait cette 2e demi-étape. Alors le constat est simple au soir de cette 2e étape, Jérôme Simon est leader et il lui suffit pour gagner de remporter la 3e étape, la plus montagneuse, la plus difficile demain dans les Hautes-Pyrénées, une étape qui empruntera un circuit sur 100 km de la prochaine grande étape pyrénéenne du Tour de France. Jean-Marc Manfrin, vous n'êtes pas a priori un montagnard, vous êtes toulousain, licencié à Castelginette, comment vous appréhendez cette montée? Avec une difficulté parce que c'est une épreuve qui va être difficile, surtout à la chaleur, s'il fait ce temps-là. Puis bon, la montagne, c'est pas trop mon domaine vu mon gabarit, quoi. Alors, c'est pas votre domaine, mais il y a 3 cols de première catégorie. Vous avez très peur? Non, je les prendrai à ma main et puis je ferai le maximum que je peux, quoi. Alors vous allez pouvoir aider vos coéquipiers de Système U, notamment Joël Pellier qui assiste à cet entretien. Vous savez, dans la montagne, quand on est derrière, je ne sais pas comment on fait pour aider les coéquipiers, mais enfin... Durant les 170 premiers kilomètres avant la montée de l'Obélisque? Là oui, je sauterai dans les coups, je ferai le maximum pour l'équipe, quoi. En tout cas, bon succès et espérons que le soleil parrainera à nouveau cette étape, la 3e. À vous Hélène. En sport, du cyclisme avec le Tour de Midi-Pyrénées, une 3e étape décisive pour le classement général. Sur place et en direct, le tandem Henri Veil et Selim Fares. Voilà, et sans images de la course, nous verrons ces images un peu plus tard dans le magazine qui suivra ce journal télévisé, car la course est terminée très tard, il y a environ 1 heure, à 70 km d'ici, et nous avons fait, je vous assure, très vite sur les routes mouillées, dans l'orage, dans le brouillard, pour vous retrouver, ma chère Hélène, parce qu'effectivement, un rendez-vous avec vous, on ne le manque jamais. Alors avec moi, j'ai aussi, excusez-moi, j'ai Francis Castin, qui est un coureur bordelais, un routier sprinter que l'on connaît bien dans le peloton, qui a 29 ans, et qui est l'auteur d'une échappée de près de 93 km et il faisait très mauvais aujourd'hui. Alors Francis, il y avait également 3 cols de première catégorie au programme. Quand vous êtes parti de Vic-Bigorre dès le départ, dès les premiers hectomètres, vous pensiez sincèrement arriver à Luce à l'arrivée? Non, je ne pensais pas arriver à Luce, mais j'avais une idée de faire quelque chose parce que dans les étapes de montagne, je suis souvent lâché au pied des cols et je voulais faire quelque chose pour ne pas passer inaperçu et donc j'ai attaqué dès le départ. Et puis j'ai essayé de prendre un maximum d'avance, mais le vent était défavorable. Et puis avant l'Obélisque, il y avait des petits faux plats qui étaient quand même assez difficiles. Je connaissais bien le parcours. Mais... Oui, ça, vous avez parfaitement réussi votre pari. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Vous avez eu jusqu'à 9 minutes d'avance, mais au fil des minutes, lorsque vous avez grimpé les premières pentes de l'Obélisque, alors là, votre avance, je n'oserais pas dire, a fondu comme neige au soleil, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ça, elle a fondu comme neige au soleil. Et bon, j'ai pas pu réagir quand les premiers m'ont passé, Éric Boyer et Pascal Simon. Et puis après, j'ai eu très froid dans la descente de l'Obélisque et j'ai eu mal à un genou en montant le Soulor, ce qui fait que j'ai pas pu terminer la course. Alors une course qui a été gagnée non pas par Éric Boyer qui vous a dépassé à un moment donné avec Pascal Simon et qui est arrivé jusqu'à 1 km. On croyait que c'est le coureur de la formation TK, le coureur français, qui glanerait cette victoire, ce bouquet, et qui glanerait également le maillot de leader. Ce n'est pas lui, ça je vous dis pas tout, on saura ça tout à l'heure. Enfin c'est Régis Clerc finalement qui a gagné l'étape au sommet, mais alors par un temps affreux. Alors en tout cas, bravo pour cette victoire. Nous allons vous retrouver avec votre directeur sportif de la formation ADR, Louis Ocaña, dans quelques minutes dans ce magazine pour les images, pour beaucoup d'images. On parlera beaucoup de cyclisme, on parlera également de rugby, rassurez-vous. Mais moi pour l'heure, eh bien, je vous propose de rester avec le vélo, avec le cyclisme et les championnats scolaires avec les jeunes pousses qui se sont déroulés à Foix avec Michel Clodano. Bien voilà, nous nous retrouvons à Tarbes en direct à 70 km de l'arrivée qui
qui s'est produite vers 18h15. Et je vous assure, ce n'était pas, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dû l'entendre, ce n'était pas une mince affaire que d'arriver à Tarbes pour vous retrouver. Nous avons pris beaucoup de risques, comme a pris beaucoup de risques François Dussoups pour monter les images de ce générique qui est magnifique. Et puis pour nous présenter le résumé filmé qui, je crois, est prêt, m'a-t-on dit à Toulouse, pour voir donc le résumé de cette troisième étape, la plus belle de ce 11e Tour Midi-Pyrénées qui menait les coureurs à Luce au sommet au sommet donc près de la station, pardon, où se déroulera également l'arrivée du Tour de France. D'ailleurs, les 100 derniers kilomètres de cette étape seront communs à celle d'une étape du Tour de France. Et comme le disait Bernard Thévenet, vous l'entendrez tout à l'heure, ce sera vraiment une course très difficile. Mais je vous propose de voir tout de suite une étape qui a tenu toutes ses promesses. Joël Pellier, vous avez réussi hier une échappée solitaire de près de 60 km. Espérez-vous, au soir de cette grande étape pyrénéenne, revêtir l'une de ces deux tuniques, celle de leader ou celle de meilleur grimpeur? Sincèrement, je choisirais celle de leader, mais j'espère surtout qu'elle reviendra à l'équipe Système U. On ne peut pas être un héros tous les jours. Joël Pellier ne figure pas dans le tiercé gagnant ce soir. Pas plus que Francis Castin, pourtant auteur de la plus longue échappée de l'épreuve, 93 km. Le sprinter de la formation ADR, cher à Luis Ocaña, démarrait très tôt ce matin à Vic-Bigorre. Il comptait jusqu'à 9 minutes et 36 secondes d'avance. Mais lorsque la montagne est là, le sprinter s'effondre. C'est ce qui est arrivé à l'Aquitain, à 4 km du sommet de l'Aubisque, premier des 3 cols de première catégorie de l'épreuve. En plein brouillard, au sommet, Pascal Simon passait en tête devant Éric Boyer. Ce jeune coureur de la formation Système U profitait de la descente pour prendre le large. Pascal Simon était pointé à 37 secondes au sommet du col de Bordère. Régis Clerc suivait de très près. Le peloton était, lui, à 3,30. La plus attirante étape de son 11e tour tenait ses promesses. Boyer confortait sa première place. Derrière lui, Pascal Simon peinait. Il était rejoint par Clerc, Chapuis et Masse. La dernière sélection était opérée dans les 13 derniers kilomètres. La montée de l'Uzardiden, superbe finale. Clerc rejoignait Boyer à 800 mètres de l'arrivée et remportait l'étape, devenant par là même leader de l'épreuve. C'était le clair-obscur pour l'ancien champion de France. Comme il y a le brouillard, on ne voyait pas. Mais disons que sur la fin, bon, j'avais des temps régulièrement. Donc j'ai fait tout pour, mais disons que c'était pas évident au départ. Est-ce que c'est parce que vous êtes un bon calculateur, que vous avez bien pensé votre course et que vous n'avez pas fait d'efforts inconsidérés aussi? Non, c'est parce que c'est la course qui s'est déroulée comme ça, c'est tout. Hein, c'est pas... Régis Clerc a gagné le Tour Midi-Pyrénées? Je sais pas, c'est pas évident, on n'est encore pas arrivé. Hein. Je crois qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Régis Clerc à pareille fête, mais je crois à Francis Castin que vous auriez bien aimé vous faire interviewer sitôt la ligne franchie. Oui, ça m'aurait plu, et encore plus pour un sprinter dans une étape de montagne. Disons, quand j'étais gosse, je rêvais de gagner une étape dans les Pyrénées, mais peut-être qu'un jour ça viendra, mais je crois que le rêve... Faut pas y croire trop longtemps. Vous regardez beaucoup Luis Ocaña quand vous dites ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais souvent, quand je suis par exemple au pied de l'Aubisque, je pense à lui, comment il grimpait. Et je pense à lui et je me dis, s'il pouvait me donner un peu de sa force, ça me permettrait d'arriver jusqu'en haut. Vous savez que Luis a été fort malchanceux aussi durant sa carrière. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il a eu beaucoup d'accidents et beaucoup de problèmes. Vous penserez stopper votre carrière quand? Au fait de votre gloire, ou finalement vous n'avez pas les mêmes problèmes physiques et métaphysiques que Bernard Hinault par exemple? Disons que dans le cyclisme, c'est un sport où on atteint rapidement ses possibilités. Et puis après, il ne faut pas se démoraliser et toujours travailler sérieusement pour pouvoir faire une longue carrière. Mais il y a beaucoup de jours de course. On fait environ 120 jours de course par an en moyenne chez les coureurs professionnels. Du début février jusqu'à la fin octobre, on nous en demande de plus en plus. Les déplacements, les épreuves, les courses qui sont de plus en plus rapprochées et difficiles. Les parcours sont durcis. Je pense que ça raccourcit énormément les carrières. En tout cas, bonne fin de carrière. Merci. Je vous propose de voir un autre ex-grand champion, un de vos prédécesseurs, Bernard Thévenet, qui a aussi double vainqueur du Tour de France. Eh bien, lui est aujourd'hui directeur sportif de la formation RMO et il nous a donné un peu son sentiment sur cette course qui est le Tour Midi-Pyrénées, 11e du nom. Est-ce important pour vous une épreuve comme le Tour de Midi-Pyrénées? Oui, bien sûr que c'est important parce que c'est une épreuve française et nous essayons de privilégier au maximum les épreuves françaises et puis c'est également très important dans l'optique du Tour de France. Ça me permet de faire un peu une revue de détail à quelques semaines du départ.
Alors, quels enseignements tirez-vous d'une étape comme celle d'aujourd'hui, étape pyrénéenne, qui sera pratiquement la même pour la grande étape pyrénéenne du Tour de France? Le premier enseignement que j'en retire, c'est que ce sera une étape extrêmement difficile. C'est une étape qui va faire de très très gros écarts dans le cadre du Tour de France. Les autres enseignements sur ma propre équipe, c'est que j'avais amené ici un coureur peu testé qui s'appelle Michel Vermotte, qui est un Belge, qui n'avait jamais monté de col et qui rentre dans les 20 premiers, je crois. Donc pour lui, c'est très bien, c'est positif. Il y a également une très bonne prestation de Gilles Mas et d'André Chapuis. Il y a également l'Avenue qui a montré le bout de son nez. Voilà, alors autre invité ici dans votre studio Tarbé, Luis Ocaña, vous dirigez, c'est votre 3e équipe que vous dirigez dans cette après-carrière. Est-ce que vous vous sentez bien au milieu de cette équipe belge ADR où il y a d'ailleurs Francis Castin? Disons que je me sens bien surtout dans le cyclisme et que parfois on n'a pas le choix, que je suis très content évidemment d'être chez ADR. Mais c'est surtout d'être dans le cyclisme des possibilités. J'avais d'autres possibilités, mais lorsque j'ai décidé de revenir dans le vélo en 83, c'était en tant que directeur sportif et c'est là où je me plais le plus. Alors aujourd'hui, on ne vous appelle plus l'Espagnol de Mont-de-Marsan, on vous appelle l'Espagnol de Nogaro. De Nogaro, disons qu'en réalité, on m'appelait l'Espagnol Mont-de-Marsan, mais je suis arrivé d'abord dans le Gers en 57. Et c'est au Ouga où ma famille est toujours restée. Ma mère réside encore d'ailleurs, et je ne pouvais pas aller faire l'agriculture en Champagne par exemple. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est faire l'agriculture dans le Gers, et c'est le seul endroit où vraiment je suis à l'aise. Alors une question concernant le cyclisme que vous aimez tant, Henri Abadi, vous aimeriez le driver dans une de vos équipes? Disons que ça a failli se faire puisque oui. Fagor, c'était Ocaña qui avait monté cette équipe, et puis on m'avait donné de très bons renseignements sur Abadi. Quand il a voulu passer professionnel chez nous, l'équipe était déjà complète. Et à ce moment-là, moi j'étais mis à la porte, si on peut dire. Oui, ça arrive. Pas les mots, ça arrive aussi. Et ils ont pris Abadi. Donc, et effectivement, M. Sescuti, puisque c'est M. Sescuti qui m'avait parlé d'Abadi, il a vraiment du flair. La preuve, c'est qu'Abadi, je pense que ça va être des tout grands qu'on va avoir dans le cyclisme français dans les prochaines années. Alors, je sais qu'Henri nous regarde ce soir. Moi, je vous propose de mieux le connaître avec ce portrait que nous avons réalisé avec Selim Fares il y a quelques jours. Les frères Abadi, Jean-Luc l'amateur et Henri le pro, maillot rouge et blanc à l'entraînement dans la campagne tarbaise. C'était quelques jours après le Tour d'Espagne disputé par Henri Abadi. Une Vuelta qui a révélé ce jeune Tarbé de 24 ans qui a abandonné il y a 2 ans la faculté d'histoire au profit du vélo. Un tour de début de saison où il s'est illustré quotidiennement. Sur un parcours de 4000 km, il en a passé plus de 900 échappés. Résultat, un maillot de leader des sprints spéciaux et 2 deuxièmes places d'étape à Barcelone derrière l'Italien Panine et à Valladolid devancé par Arnaud. 2 arrivées qui ont fait couler beaucoup d'encre. La première fois, Panine voulait gagner, il pouvait gagner, il l'a fait. Et la seconde fois, c'est sûr, il y a eu des petits problèmes qui n'auraient pas dû se passer. Mais enfin, c'est la course aussi et ça fait partie du vélo. Et bon, là, maintenant, je le saurai pour la prochaine fois. Révélation de ce Tour d'Espagne, vedettariat oblige, les directeurs sportifs s'intéressent beaucoup à Henri Abadi. Il est sous contrat jusqu'à la fin de l'année chez Fagor. Après, c'est une toute autre histoire. Ce garçon déterminé, audacieux, va essayer de confirmer dans les courses françaises. Coureur complet, il est aujourd'hui l'un des jeunes Français les plus affûtés du peloton. Henri Abadi est prêt à aborder sereinement la seconde partie de sa saison. Il a déjà 65 jours de compétition. Il lui en reste tout autant avec un bien beau programme à la clé. Normalement, peut-être le Tour de France, mais ça, je ne sais pas encore si je le ferai. Je le ferai suivant la forme du moment. Ensuite, autrement, si je ne fais pas le Tour, je risque de faire un Tour du Portugal, suivi du Tour de l'Avenir, qui sera l'objectif, en fait, un peu de la fin de saison. Et après, les classiques de fin de saison avec Blancheville en fin de saison. Alors, dans ce décor que nous a confectionné Marcel Lepayet, le Toulousain, Luis Ocaña, la dernière question, très brève. Vous ferez le Tour de France, vous? Je crois que oui, peut-être pas avec mon équipe, parce qu'on n'est peut-être pas sélectionné, mais je suis sûr que je ferai le Tour. Alors je sais que vous aimez le rugby, eh bien la grande victoire, l'historique victoire, nous allons la revivre avec Clarence Rodriguez. À bientôt, au revoir.
Bonjour, nous avons perdu provisoirement Gérard Morin, mais nous avons gagné M. Henri Veil et puis Mme Clarence Rodriguez. Voilà, on n'a pas perdu au change. Ceci pour la bonne raison, c'est que cette première partie aura une forte coloration de cyclisme. C'est la raison pour laquelle Henri est là. C'est lui qui a suivi le Tour Midi-Pyrénées. Alors Henri, je vous propose tout de suite de faire un petit topo sur la dernière étape, en rappelant quand même le nom du vainqueur, Régis Clerc. Oui, monsieur Jean-Jacques, c'était la 11e édition de ce Tour Midi-Pyrénées, qui a un vainqueur quelque peu inattendu, effectivement. Régis Clerc, tout à fait. Il y a 47 mois qu'il n'avait pas remporté une course, une épreuve. Donc, effectivement, il a rempli un peu son contrat avec ses nouveaux employeurs espagnols. 11e Tour Midi-Pyrénées, quelque peu perturbé par les éléments ces 2 derniers jours, samedi et dimanche. Il a plu. Il y a eu sur la route du Tour beaucoup de brouillard. Et puis, il a fait très, très froid. Alors, je vous propose de revoir non pas le froid, mais le vainqueur lors de la dernière étape d'hier qui conduisait les coureurs de Luce-Saint-Sauveur à Blagnac. La cohabitation au sein du peloton. Éric Boyer, héros malheureux de la grande étape de montagne de samedi en maillot blanc, avec son vainqueur et leader de l'épreuve, Régis Clerc. Ce sont au départ de cet ultime tronçon les prétendants à la victoire finale. Beaucoup de coureurs étaient venus en Midi-Pyrénées pour essayer de gagner leur billet pour le Tour de France. Pari tenu pour Stefano Giuliani, coéquipier de Francesco Moser, qui s'échappait à Bagnères de Bigorre au 51e kilomètre de cette 4e et dernière étape. Mais parcourir 150 km avant de franchir la ligne est difficile. Mieux vaut avoir du renfort. C'est ce que pensait également Colotti de chez RMO et Pellier, autre vedette de ce 11e Tour Midi-Pyrénées. Pellier de la formation Système U. 3 coureurs, peu dangereux au général pour Clerc. Et cette échappée sera la bonne. Le trio maintiendra toujours une solide avance sur le peloton bien contrôlé par les TK de Régis Clerc, entre 3 et 4 minutes. Le dernier rebondissement de cette superbe course se produisait à Pibrac, à 11 km de l'arrivée. Pellier, très à l'aise et spécialiste de ce genre d'exercice, irrésistiblement lâchait ses compagnons d'échappée et remportait à Blagnac cette longue étape. Très satisfait d'avoir gagné au moins une étape et puis d'être bien placé finalement au général, parce qu'avec l'écart qu'il y a sur le peloton, je dois remonter, je crois, à la 7 ou 8e place au classement général. Éric Boyer reste toujours à la 2e place et puis Yvon est toujours bien placé aussi. Par conséquent, c'est un bon petit tir groupé de l'équipe Système U. Régis Clerc terminé à 3,15 de Pellier, c'était largement suffisant pour remporter ce 11e Tour de Midi-Pyrénées. Son prochain objectif, le Tour. J'espère le faire et puis gagner une étape, parce que ça se limite à ça, parce que pour le général, il y a hors de question que j'envisage quelque chose. Et oui, Régis Clerc, que l'on n'attendait absolument pas à ce rendez-vous d'hier. Régis Clerc qui a réussi une superbe fin de parcours samedi lors de la grande étape pyrénéenne. 3 cols de première catégorie, donc arrivé à Luce-Ardiden et qui a doublé à 800 mètres de la ligne. Éric Boyer qui avait réussi une très très belle course. Malheureusement, il n'a pu hier s'échapper pour essayer de gagner, de glaner le bouquet final. Enfin, en tout cas, le Tour Midi-Pyrénées, c'est fini. C'était une bien belle épreuve. À l'heure des bilans, je vous propose d'écouter celui fourni par Francis Auriac, directeur de cette course et cheville ouvrière de cette épreuve. Et le Tour Midi-Pyrénées, je crois qu'il prend de plus en plus d'importance et je vous dirais très honnêtement que ça me fait presque un peu peur. Cette année, nous avons maîtrisé. Espérons que l'an prochain, nous pourrons le maîtriser. Et sinon, on sera obligé de chercher du renfort. Et il est dans les prévisions, disons, de l'organisation, de ceux qui nous patronnent et qui nous parrainent, je dirais, de l'agrandir, de s'étendre. Et on envisage même peut-être d'aller en Catalogne. Alors le Tour Midi-Pyrénées va d'à nouveau éclater. Il était Tour du Tarn, il a été Tour du Rouergue, il était Tour Midi-Pyrénées, peut-être va être le Tour du Grand Sud-Ouest. Alors, mademoiselle Clarence et monsieur Jean-Jacques, vous voyez, c'est tout le mal ou le bien que l'on peut leur souhaiter. Et je vous propose un complément d'information pour être très précis avec l'un des pères fondateurs de cette très belle épreuve. Il s'agit de Jacques Esclasson. Le président Baudis a suivi la dernière étape de ce Tour de Midi-Pyrénées. Je crois qu'il a annoncé à l'arrivée une nouvelle qui nous fait plaisir à nous, les organisateurs. Il a annoncé que le Tour de Midi-Pyrénées serait même sûrement transformé en Tour du Grand Sud-Ouest. Nous partirions vraisemblablement de Montpellier pour finir à Bordeaux, avec pourquoi pas une arrivée en Catalogne et une arrivée à Barcelone. Voilà, Jean-Jacques. Voilà, oui, eh bien, nous n'avons pas fini de parler du Tour Midi-Pyrénées pour autant, puisque, bon, il y a bien sûr les vélos,
les coureurs, mais il y a aussi les à côté, c'est-à-dire la caravane, enfin tout ce qui suit l'épreuve. Alors c'est de ça. Vous savez vraiment tout. Hein. Ah non, non, il ne faut pas exagérer. Nous allons tout savoir grâce à vous maintenant sur le prochain sujet. On va essayer de tout savoir. Voilà. Une course à étapes, c'est un petit village avec sa vie spécifique. Le maire, c'est le directeur de la course, à la fois gestionnaire, magistrat, commissaire de police. À ses côtés, un intendant qui fait vivre matériellement les 300 personnes de la caravane. 300 chambres réservées dans les hôtels des villes-étapes. 1000 repas servis chaque jour. La vie quotidienne, c'est aussi la caravane publicitaire, partie 2 heures avant le peloton. 35 véhicules de tout type. Précédant et suivant les principaux acteurs, les coureurs, 50 autres véhicules, ceux des directeurs sportifs, des officiels de la course, des commissaires, des chronométreurs, des journalistes. Au milieu de tout ce monde, les 15 motards de la gendarmerie chargés de protéger l'épreuve. Sont présents également 10 motards civils de l'organisation. Budget de ce Tour Midi-Pyrénées, 135 millions de centimes pour 5 jours de course, mais une épreuve qui demande une préparation de 360 jours. Ça représente un investissement personnel, c'est-à-dire du temps de mes loisirs, du temps de mon repos. Il faut que ma femme sacrifie elle aussi ses congés. Disons que c'est une organisation qui maintenant était prenante. Ce tour va se terminer dimanche et déjà dès la semaine prochaine, nous allons recommencer l'organisation de ce Tour Midi-Pyrénées. Grâce à la bonne volonté des 46 bénévoles, dont 6 travaillent en permanence, des sponsors, des collectivités régionales, départementales et locales, la course peut exister, mais que de tracas. Et vous avez vu faire 3 présents sur la course. Ah oui, bien sûr, ça c'est très bien. Il faudrait qu'on multiplie toutes les initiatives pour plusieurs sports, puisque je crois qu'on est déjà présent pour le handball. Il faudrait qu'on puisse le faire pour le volleyball, qui accède à la première division à Toulouse. Donc il faudrait continuer sur cette voie. Alors je crois que vous avez encore un petit sujet à nous présenter. J'ai beaucoup travaillé. Hein. Ah oui, ce week-end là c'est terrible. Hein. J'étais obligé de repousser tout un tas de sujets qui étaient prévus pour la session d'aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, tant mieux pour nous. Alors vous nous proposez maintenant de faire un petit round-up de toutes les publications concernant... Un petit quoi ? C'est ça ? Une ronde, si vous C'est vrai préférez. que vous parlez très très bien l'anglais. De temps à autre, oui. Alors, vous nous proposez quoi ? Oui, c'est ça. Avec Jean-Marc Manfrin, nous avons souhaité vous présenter les dernières publications en matière littéraire écrites sur le cyclisme. Alors, au lieu de le faire d'une manière très simple et habituelle avec vous ou avec Clarence sur ce plateau, eh bien, nous avons demandé à une personne dont ce n'est absolument pas le métier, Jean-Marc Manfrin, le coureur de la formation Système U, de le faire à notre place. Alors, voici Jean-Marc Manfrin, métamorphosé en journaliste. Je vous présente 3 ouvrages sur le cyclisme, dont un de Robert Laffont, écrit par Bernard Hinault. C'est un livre qui est surtout pour la technique et l'entraînement au niveau de la course. Et puis 2 autres ouvrages sur l'entretien et réparation du vélo. Et un sur les braquets conseillés pour les étapes de montagne, plaines et pour tout ce qui est vélo, quoi. Voilà, et il y avait aussi une autre revue cycliste, je ne sais pas quelle est la caméra qui va la prendre, la voir. Voilà, elle est consacrée au cyclisme féminin, ça s'appelle tout simplement Le Cycle. Et puis il y aura quelques rubriques concernant les crampes. Vous savez que c'est un dossier qui est suivi par cette revue depuis 2 semaines. Voilà, il y aura un dossier tout à fait complet. Et puis on a rendu visite aussi à Bernard Hinault dans ses nouvelles attributions, puisque maintenant c'est un retraité. Voilà,